Barbarita est une telenovelas beaucoup trop longue pour ce qu'elle raconte. La protagoniste est une pleureuse insupportable. Les relations sont toxiques as F et font l'apologie du V. Mais il y a le piment de fou. Donc, parlons de Barbarita. Hello girls, hello fellas, c'est votre go, la troupe girl. Si vous êtes nouvelle, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. C'est fait? Merci. Et merci à ceux qui se sont déjà abonnés, ça fait chaud au cœur. C'est parti! La série est tellement longue, inutilement longue. Je veux dire qu'on va survoler, mais sans rien enlever, ok? L'histoire commence par Barbarita et sa grand-mère, Barbara, qui font une sorte de rituel pour attirer les hommes qu'elle appelle des avocats. La grand-mère de Barbarita l'incite à goûter tous les avocats afin de savoir s'ils sont bons. Elle lui donne le motif pour qu'on zoome sur sa poitrine durant toute la série, son collier gris-gris. À ce moment-là, on comprend que cette série va être très hotty. On rencontre ensuite Wilfried qui est attiré par Barbarita. Elle le bouche et il a la haine. Il y a ensuite le père de Barbarita qui parie tout ce qu'il possède dans un combat de coq. Quel père admirable. Qu'il perd alors que sa femme et ses enfants viennent d'ouvrir un bar après beaucoup de travail et de sacrifices. Par la faute du père de famille, ils perdent tout et on apprend que cet homme n'est même pas le vrai père de Barbarita. Au lieu de se remettre en question, il va parler avec l'homme qui a gagné tout ce qu'il possédait à la loyale et le termine. Et Barbarita porte le chapeau de cette termination et s'enfuit. Dans sa fuite, elle rencontre Isabelle, une Colombienne qui fuyait des mafieux qui ont fini par la retrouver et la brûle dans sa voiture avec son bébé David. Barbarita sauve le bébé, fait tomber son collier, ainsi tout le monde la croit morte et sa grand-mère meurt. Sale journée. Oui, tout ceci se passe dans la même journée. Après avoir sauvé le bébé, elle s'évanouit, puis est retrouvée et se réveille à l'hôpital. Et on rencontre la famille Aristigueta. On apprend que Isabelle est la femme du fils aîné de la fratrie et qu'il est un brigand. Quand ils rencontrent Barbarita, à ce moment, ils pensent que c'est Isabelle. Ils sont plus choqués par le fait qu'elle soit noire que par le fait qu'elle soit si jeune. Oui, elle a entre 19 et 20 ans. Je rappelle que le fils aîné en question est le fils aîné. Et quand Barbarita est très belle, les deux frères, Miguel le travailleur, chevalier servant et garde sérieux, et Raimundo le bad boy, le fêtard, tombe de désir pour elle. Lui, le désir, vous saurez plus tard pourquoi je dis ça. Commence ainsi une longue guerre entre deux frères pour pouvoir posséder Isabelle, Barbarita, que j'appellerai maintenant Barbabelle. Elle finit par choisir Miguel, quelle surprise, malgré toutes les magouilles de Raimundo. Alors que Barbabelle est obligée de suivre les Aristigueta pour se cacher de Wilfried et veiller sur le bébé qu'elle a trouvé dans la voiture de Isabelle, la vraie Isabelle, qui était en train de brûler. Sa famille à elle, ayant tout perdu, va vivre à la capitale, Caracas, chez la sœur du père qui a tout perdu. Barbarita a un frère, Climaco, passionné de foot, non pas footballeur, passionné de foot. Il rencontre Vivi, qui se trouve être la fiancée de Raimundo. Oh oui, Raimundo qui court après Barbabelle est fiancé à la fille la plus éviante que je n'ai jamais vue. Je préfère largement Kaya de One Piece de Netflix. God! Elle, au moins, elle a le prétexte d'être malade. Alors que toute sa vie est tracée, Vivi veut être photographe pour filmer des petits-enfants pauvres et donc encore plus s'enrichir sur la misère des autres. Vous savez, ces gens qui se font chier dans leur tour et veulent se sentir importants en montrant la vraie vie. Mais avec tout ce qu'elle a déjà, qu'a-t-elle fait pour aider ses enfants en difficulté? A-t-elle une association? Fait-elle souvent des dons? Je crois que c'est juste pour se donner un genre. Barbabelle a une mère, Trinidad, qui est marquée par le passé. Alors qu'elle était mariée à un rigolo, elle a trompé avec un Portugais qui avait une épicerie dans leur quartier et c'est ainsi qu'elle a eu Barbarita. Maintenant, elle est triste qu'après toutes ces années de souffrance, elle souffre toujours. Elle est restée avec un homme qu'elle ne supportait pas pour les enfants. C'est du moins ce qu'elle se raconte pour dormir la nuit. On rencontre le vrai père de Barbabelle, Gaetano, le Portugais. C'est un self-made man qui a gravi les échelons petit à petit. Après avoir quitté sa petite épicerie, il est devenu président adjoint de Colossal Futsal, une grosse entreprise qui fait dans l'agroalimentaire. C'est le beau-père de Vivi, la love interest de Climaco. Il s'est marié à sa mère et maintenant sa mère et son frère veulent le plumer. Mais son cœur appartient lui aussi au passé. Trinidad, la mère de Barbarita. On rencontre Isadora, l'ex-femme de Miguel avec qui il a une fille, Valentina. J'espère que vous suivez elle est pianiste et chef d'orchestre et sa personnalité c'est de se toucher les cheveux et de courir après Miguel. Estella est la petite sœur dont tout le monde se fout. Elle déteste tout ce qu'elle est, se trouve grosse, déteste ses cheveux bouclés et cherche l'amour. Elle est raciste, of course. C'est ça sa personnalité. Emma, la mère de Miguel, Raimundo et Estella, est aussi raciste, donc elle est méchante. Elle ne sait pas aimer ses enfants et a un chignon. Elle est aigrie. Sa personnalité, c'est être aigrie et raciste.
Évidemment, Félicité, la domestique qui est gentille, elle apprend le secret de Barbabel et la prend sous son aile. La matriarche, Augustina, est intègre et juste, du moins elle fait de son mieux. Alors qu'ils pensaient tous que le fils aîné, Rodolfo, était mort, en fait non, il revient et devient le vrai grand méchant et il finit par mourir. Par cupidité, parce que l'argent c'est mal. Après moult péripéties aussi insupportables les unes que les autres, Miguel se marie avec Barbarita, Trinidad, sa mère, se marie avec son vrai père Gaetano, son faux père se marie avec la mère de Vivi, Vivi se marie avec Climaco, la sœur de Climaco, Tabata, se marie avec Orlando le médecin et meilleur ami de Miguel, Miguel se marie avec Barbarita. Toute la journée. Maintenant qu'elle s'est acceptée, la sœur de Miguel, Estella, finit avec un chèque arabe qui a renoncé à son trône pour elle et leur fille. Ils dansent tous et finissent tous heureux. Et la mère qui ne s'est pas déracinisée finit seule et abandonnée. Et fin, car oui, le racisme, c'est mal. Hey girls, hey Phyllis, vous savez que j'aime décortiquer les relations sous toutes leurs formes sur cette chaîne. On va parler français, j'aime le piment, j'aime le drama, j'aime le hati-hatisme. Eh bien, j'ai mis tout ça dans mon propre livre que je viens de sortir, marqué. Oui, c'est le piment. C'est l'histoire de Ivy, une jeune femme sucrée qui touche enfin son rêve du doigt, devenir une danseuse reconnue et pouvoir vivre de sa passion. Car notre go vient d'un milieu défavorisé, mais tout bascule quand elle rencontre Gérald. Le gars est beau, il est riche, le gars est loxé, pimenté, issu de l'une des familles les plus puissantes du pays et il lui offre la sécurité, mais à une seule condition, qu'elle abandonne tout pour lui. Entre la passion pour son art et la tentation de se laisser porter par un bad boy millionnaire, quel prix Ivy est-elle prête à payer? Si vous aimez les histoires de choix impossibles et de dilemmes amoureux, si vous aimez le piment et le drama, comme moi, Marqué est fait pour vous. Elle se lit facilement. Oui, ce livre est une meuf. Et surtout, ça soutient mon travail. Merci de soutenir mon travail. Le lien pour vous procurer Marqué est juste ici en description. Foncez et venez me dire ce que vous en avez pensé et surtout ce que vous aurez choisi à la place de notre go Ivy. Merci girls, merci fellas, and back to the video. Nous allons parler de ce qui fait battre les cœurs de cette série, les relations, l'amour, oui, l'amour pur, mais aussi l'amitié et la fraternité. Et surtout, y a-t-il le piment ou il n'y a pas le piment? Je cherche le piment. Où est ce piment, mon Dieu? L'histoire commence des années avant le premier épisode. Dans un petit village rural, Trinidad était une jeune femme dévastée, esselée. Son mari l'avait abandonnée, la laissant seule. Et comme la nature a horreur du vide, c'est dans cette vulnérabilité qu'elle croise Gaetano. Gaetano, immigré portugais, travailleur et chaleureux, apporte à Trinidad le réconfort dont elle a besoin à ce moment-là. Leur liaison est passionnée mais clandestine. De cet amour interdit naît Barbarita. Leur histoire est marquée par une séparation brutale. Pour protéger l'honneur de Trinidad, il s'éloigne, Gaetano s'en va sans savoir qu'il a une enfant avec celle qu'il aime. Pendant des décennies, ils vivent avec le poids de ce regret. Trinidad élève Barbarita en lui cachant l'identité de son vrai père, tandis que Gaetano refait sa vie de son côté tout en gardant une blessure ouverte. Quand ils se retrouvent enfin à Caracas, la situation semble idéale pour un nouveau départ. Trinidad est libre et Gaetano est prisonnier d'un mariage malheureux avec une femme qu'il ne supporte plus. Malgré son amour intact pour Trinidad, Gaetano s'enlise dans une passivité totale. Il dit qu'il l'aime, l'aide à ouvrir son bar, mais il refuse de divorcer, prétextant souvent des obligations morales ou la peur du scandale, alors que sa femme le rend misérable. Tu l'aimes, mais tu vas passer toute la série à faire le va-et-vient sans jamais rien concrétiser avec elle. Vous savez quoi? Gaetano représente l'archétype de l'homme bon, mais faible. Son incapacité à choisir entre son passé, Trinidad, et son présent, son mariage avec la meuf, j'ai oublié son nom, et son futur avec Trinidad, crée une tension dramatique typique des telenovelas, où le bonheur des parents est souvent sacrifié pour faire durer le suspense. Climaco, c'est le frère de Barbarita et Vivi, la jeune fille riche, la fille adoptive du père de Barbarita. J'espère que vous suivez. Il représente au départ le cliché de l'amour qui dépasse les barrières sociales. Je veux dire, elle est riche et blanche et lui pauvre et noir. Climaco est le garçon honnête du village. Vivi est la jeune fille de bonne famille qui s'ennuie dans son monde doré. Leur histoire apporte une touche de fraîcheur et on a envie d'y croire car ils semblent être les seuls personnages authentiques de la série. Mais malgré son amour dévorant pour Climaco, Vivi finit par épouser Raimundo Aristigueta. Pourquoi? What's the why? Pour que sa mère la laisse tranquille. C'est pas mieux de rester sur ses positions et de s'affirmer? Mais non, il
faut nous faire perdre notre temps, car on sait que Raimundo n'aime pas Vivi. Il est non seulement obsédé par Barbabel, mais en plus il la trompe avec tout le monde et surtout avec une chinoise qui s'appelle China. Imaginez si c'était une japonaise, elle s'appellerait Japonisa, une jamaïcaine, Jamaïcana. C'est bon, j'arrête. Et on sait aussi que Vivi n'aime même pas Raimundo. Ce choix n'est fait que pour créer un obstacle physique à son union avec Climaco. Leur relation ne repose pas sur une impossibilité réelle, mais complètement artificielle. Pour que la série dure le plus possible, il faut que chaque couple souffre. Si Climaco et Vivi étaient ensemble dès le début, leur intrigue s'arrêterait alors. Ils ne peuvent pas avoir d'autres problèmes que ensemble, pas ensemble. Ils m'ont tellement saoulé. Et comment ils n'ont aucune personnalité à part être amoureux et être tristes quand ils se séparent, my God. Même quand les obstacles majeurs disparaissent, Raimundo, la famille, le scénario invente des malentendus forcés, une lettre jamais reçue, une conversation entendue à moitié derrière une porte, une tierce personne qui ment sur une prétendue infidélité. Ces quiproquos sont souvent si grossiers qu'ils en deviennent risibles. Ils montrent que les personnages ne se parlent jamais vraiment, car une simple explication de 2 minutes mettrait fin à 20 épisodes de drama. Et vous savez que j'aime le drama, mais là même pour moi, voir 2 personnes éviant se tourner autour sans se bouffer m'a énervé. En vrai, l'amour de Climaco et Vivi n'est pas impossible à cause de la vie, mais à cause des besoins de la production de faire durer le suspense à tout prix. C'est ce qui rend leur histoire à la fois touchante pour la nostalgie et agaçante avec le recul d'un adulte. Il est crucial de rappeler que Miguel et Raimundo ne s'entendaient pas déjà avant l'arrivée de Barbabel, ok? Ils ont grandi dans une compétition constante pour l'approbation de leur mère et pour le contrôle de l'héritage Aristigueta. Ils se font des coups bas depuis l'enfance, même si l'arrivée de Barbabel n'est pas la cause de leur haine, elle en est quand même le carburant. Elle devient le terrain de jeu sur lequel ils vont enfin pouvoir régler leur compte. L'aspect le plus telenovelas, le plus cynique de cette rivalité est le statut de Barbabel. Officiellement, elle arrive dans la famille comme la veuve de leur frère aîné Rodolfo. La veuve de leur frère. Logiquement, par respect pour leur défunt frère, ils devraient la protéger ou garder une distance. Au lieu de cela, ils se jettent sur elle comme des prédateurs. Cela prouve que leur obsession pour elle dépasse toute morale familiale. Il s'agit de posséder ce que l'autre convoite. Barbabel est réduite à un objet symbolique pour les 2 frères. Pour Miguel, elle représente la transgression. C'est un moyen pour lui de sortir de son rôle de fils parfait et de posséder quelque chose de pur et d'exotique que sa classe sociale lui interdit normalement. Pour Raimundo, elle est le trophée ultime. En la volant à Miguel comme si c'était un objet, il prouve qu'il est plus fort, plus viril et plus malin que le fils préféré. La posséder, c'est humilier son frère. Aucun des deux ne se demande vraiment ce que Barbabel veut. Ils se battent pour un idéal, une image, un objet de désir qui valide leur propre ego. Vous savez que je ne crois pas au triangle amoureux et que c'est une illusion scénaristique. Dès le premier épisode, le public sait que Barbabel va finir avec Miguel. Il n'y a jamais de réelle hésitation de sa part vers Raimundo. Alors à quoi sert-il vraiment? Raimundo n'est pas un rival crédible, c'est un saboteur. Son rôle n'est pas de gagner le cœur de Barbabel, non, mais de retarder l'union inévitable de Barbabel avec Miguel. Raimundo utilise la force et la ruse pour étirer l'intrigue. Il est l'outil des scénaristes pour empêcher le happy ending trop précoce, mais c'est ce qui rend l'analyse de cette série si intéressante aujourd'hui. Vous ne croyez pas? On nous vend Miguel comme le bon frère, l'alternative romantique au brutal Raimundo. Mais son amour est conditionnel et fragile. Au moindre doute, à la moindre rumeur lancée par sa mère ou ses frères, Miguel ne cherche pas à comprendre. Il bascule instantanément de l'adoration à la haine. Pour lui, aimer Barbabel semble être un fardeau qu'il lui fait payer. Dès qu'ils se sont trahis, souvent à cause d'un quiproquo stupide, il utilise ses sentiments pour la briser émotionnellement. Rappelez-vous, le moment où il se fait piéger par les machinations de Raimundo et Hannibal, ce moment est le révélateur de sa vraie nature. Au lieu de s'en prendre aux vrais coupables, les hommes qui l'ont piégé, toute sa rage se déverse sur Barbabel parce qu'elle n'a pas voté pour lui alors que tout l'accusait. Il ne veut plus l'aimer, il veut la posséder. On assiste à une véritable déshumanisation où elle n'est plus une femme avec des sentiments mais un territoire à conquérir pour apaiser son ego blessé. Vous allez me dire pour ce point, c'était une autre époque. Et moi je dis bullshit. Et vous saurez pourquoi. Quel âge a Barbarita? Regarde, elle a 19 ans. Elle a 19 ans et 5 mois. Entre 19 et 20 ans. Elle est présentée comme une jeune femme à peine sortie de l'adolescence, entrant dans le monde adulte. C'est la raison du rituel que lui fait sa grand-mère au début de la série. Elle rentre dans l'âge adulte, alors que Miguel est un homme
installé, déjà père d'une fille. Cette dynamique crée un déséquilibre de pouvoir immense. Miguel, en tant que père, il devrait avoir une certaine éthique, mais il se comporte comme un prédateur impulsif, oubliant toute responsabilité morale dès que son désir prend le dessus. Il a lui-même une fille. Je suis sûre que si un homme comme lui se comportait avec sa fille comme il le fait avec Barbarita, ça ne lui plairait pas. Mais comme elle est pimentée, ça passe, hein? Ça passe. Vous savez, ces hommes à qui les femmes disent non, mais ils continuent quand même, car non, c'est oui, n'est-ce pas? Eh bien, de nombreuses scènes entre Barbarita et Miguel frôlent l'agression sexuelle. Pire, ce sont des AS. Mais comment faire passer ça aux yeux du public qui de toute façon trouvait déjà ça normal? La musique est romantique, les plans sont esthétiques, mais les actes sont brutaux. Et puis Miguel est beau et distingué. Miguel s'impose physiquement à elle, la saisit de force, l'embrasse contre son gré sous prétexte de passion dévorante. Ce message est extrêmement dangereux. La série véhicule l'idée que si un homme est beau et amoureux, sa violence est une preuve de passion. En réalité, c'est une négation totale du consentement de Barbarita. Il l'enferme, elle dit souvent non, mais il la force pour qu'à la fin, elle sourie et se touche les lèvres. Maintenant, Girls and Fellas, comme on l'a fait sur Dan et Serena dans Gossip Girl et Heathcliff et Catherine dans Hurlevent. Pourquoi s'aiment-ils vraiment? On peut légitimement se poser la question, soyons honnêtes. Son attirance semble purement physique et fétichisée. Il y a un plaisir malsain à posséder la veuve de Rodolfo. C'est une manière de marquer son territoire au sein de la fratrie Aristigueta. Il l'a fait une fois, il peut encore le faire, non? Barbarita, c'est l'interdit en tout. Et ça, notre prince charmant, il aime le fruit défendu. Miguel était-il vraiment meilleur que Raimundo ou était juste plus doué pour cacher sa cruauté derrière des mots d'amour et son visage niais? Je vais finir cette vidéo avec le vrai problème de Raimundo que personne ne veut admettre car il est beau et torturé. Le syndrome de Kylo Ren ou la rédemption forcée, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur The Beauty. Je l'ai baptisé ainsi car il illustre le fait qu'un personnage, après avoir commis tous les monde, après avoir terminé beaucoup de gens tout au long de l'œuvre, il fait un seul acte et on lui offre un arc de rédemption. Kylo Ren, dans la postlogie Star Wars, est un chevalier de Ren sous le commandement de Snoke, a exécuté des villages entiers, a terminé son propre père, mais à la fin, parce qu'il tombe amoureux de Rey et surtout parce qu'il y a une menace beaucoup plus grande que lui, il sauve Rey, il devient gentil et meurt en héros. Moi je dis bullshit. Raimundo est la version du syndrome de Kylo Ren la plus vicieuse de la série. Vous ne me croyez pas? Alors, faisons ensemble le bilan d'une ordure. Raimundo n'est pas juste un antagoniste, c'est un homme qui a détruit des vies. Parlons de son frère, trahison constante, piège machiavélique pour gagner Barbabel, donc sa guerre contre son frère. Il veut le destituer de la direction générale de Colossal Funchal sans avoir aucune expérience et qu'à la base, tout ça ne l'intéressait même pas. Envers Barbabel, parlons de Barbabel Barbarita. Obsession maladive, harcèlement sexuel, sexuelle et une volonté de possession qui ignore totalement le consentement. My God! AS, tentative de V, constamment sur Barbabel, constamment. Envers Vivi, il l'a épousée sans l'aimer, l'a humiliée publiquement et émotionnellement, se servant d'elle comme d'un simple pion dans sa guerre contre son frère. Il l'a fait Vivi sur le visage, il a failli la terminer dans un accident de la route et elle ose dire « Ce n'est rien, nous sommes tous les deux des victimes. Raimundo, c'est une victime !» Et pour justifier que ce monstre devienne soudainement fréquentable à la fin de la série, les scénaristes sortent la carte Joker, le manque d'amour maternel. Et pire, il y a quelqu'un d'encore plus méchant que lui qui arrive, Rodolfo. Rodolfo revient et il est beaucoup plus méchant que Raimundo et surtout le manque d'amour maternel. On nous explique que si Raimundo est cruel, c'est parce que Emma ne l'a jamais regardé avec tendresse, préférant toujours Miguel. Le scénario essaie de nous dire il n'est pas méchant, il a juste faim d'amour. C'est une insulte à l'intelligence du spectateur. Beaucoup de gens grandissent sans amour sans pour autant devenir ou des manipulateurs. Parce qu'il est un Aristigueta et qu'il finit par verser quelques larmes sincères, la série estime qu'il a payé sa dette. Cette prise de conscience arrive souvent trop tard et de manière trop abrupte pour être crédible. On a l'impression que le scénario le rachète simplement parce qu'il faut une fin où la famille est plus ou moins réunie ou apaisée au mépris de la justice pour ses victimes. Le vrai problème de cette rédemption, c'est ce qu'elle raconte aux spectateurs. Si tu souffres, tu as le droit de faire souffrir les autres. Et si tu regrettes à la fin, tout est effacé. Vous Kylo Renez ce type parce qu'il
il souffre un peu, tombe malade. Bref, pourtant Raimundo s'en sort avec une fin douce. Là où un personnage pauvre aurait fini en prison pour le quart de ses actes, Raimundo n'est pas un personnage racheté, c'est un personnage dont on a forcé la porte du paradis. Certes, l'absence d'amour d'Emma peut être une explication, mais en aucun cas cela constitue une excuse. Barbarita est une série qui, contrairement à ce qu'elle prétend, fait la promotion du racisme, du colorisme et du mépris de classe. Mais vous reprendriez bien un peu de piment, n'est-ce pas? Faut qu'on parle de l'hypocrisie de cette production. Sur le papier, Barbarita, les couleurs de l'amour en VF mais Consentida en VO avait une mission noble, presque révolutionnaire pour 2004, célébrer la diversité. Mettre une femme noire, rappelez-vous bien de ça, au centre d'une télénovelas, c'était censé briser les codes, dénoncer le racisme et montrer la beauté du métissage vénézuélien. C'était le but affiché, le message officiel. Mais la réalité derrière l'écran est tout autre. Sous couvert de nous vendre de la diversité, la série n'a fait que véhiculer et normaliser des idées profondément problématiques entre racisme déguisé en complément, sexisme érigé en tradition et une structure sociale qui ne donne le pouvoir qu'à ceux qui ressemblent à l'élite. Barbarita est un cas d'école de ce qu'il ne faut plus faire. Le premier constat est sans appel. Dans tout l'univers de la série, aucun personnage noir, je répète, aucun personnage noir n'occupe une position de pouvoir par ses propres moyens. On ne voit aucun entrepreneur noir, aucun avocat noir, aucune famille noire fortunée qui aurait bâti son empire. Série inclusive. À l'inverse, aucun personnage, je répète encore une fois, aucun personnage blanc n'est pauvre car la richesse est le domaine exclusif des blancs. Les Aristigueta et la famille du Portugais. Même la famille de Wilfrid qui vient pourtant du même village que Barbarita. La série installe une équation mentale dangereuse. Blanc égale succès, noir égale service. Une série inclusive. Alors, comment un noir peut-il s'en sortir dans ce monde merveilleux? Le script nous dit que pour un personnage noir, s'élever socialement est impossible par le travail. Je veux dire, tu ne deviendras pas milliardaire ou chef d'entreprise si tu balais le sol toute la journée. Eh bien, il existe que deux voies de sortie possibles. La sortie par le lit, le mariage. C'est le cas de Trinidad et de Climaco ou bien de Tabata, la sœur Osef de Barbarita. Et pourtant, la blueprint de Barbarita, mais je garde ça pour la troisième vidéo sur cette série. Leur confort et leur sécurité ne viennent pas de leur propre mérite, mais du fait qu'ils épousent une personne blanche et riche. Of course, ils sont admis dans le monde des privilégiés. Ils ne créent pas et de toute façon, ils ne sont absolument pas intéressés par l'élévation sociale. Alors que Climaco aurait pu être un footballeur à succès et sa mère aurait pu avoir un bar à succès, puis un deuxième et ainsi de suite. Mais non, carrément devenir riche par eux-mêmes. Never. Si le pipi n'a pas marché, il y a l'autre moyen, la sortie par le sang, l'héritage. C'est le cas de Barbarita et du petit David. On justifie leur droit à la richesse par leur lien biologique avec les Aristigueta pour David et le lien avec le Portugais pour Barbarita. Le message est terrible. Tu ne peux être riche que si tu as un peu de leur sang en toi. Une série inclusive. Regardez bien les autres personnages noirs comme Félicité. Ils représentent la majorité invisible. Ils sont là pour servir le café, ouvrir les portes ou donner des conseils de sagesse populaire aux héros. On les présente comme des gens heureux de leur sort, sans ambition, comme si leur fonction naturelle était d'être au service de la famille blanche. Cette représentation normalise l'idée que le travail domestique est la seule issue pour un personnage noir normal. C'est qui n'est pas l'héroïne, quoi. Comment un enfant qui regarde cette série peut-il se projeter en héros fortuné ou en leader si ce qu'il voit à l'écran, ce sont des gens qui lui ressemblent dans des rôles de pauvres passifs ou de serviteurs. En ne montrant que Barbarita comme réussite et encore une réussite héritée et par le pipi, la série crée un complexe d'infériorité. Elle dit que le succès n'est pas pour ta communauté, il est pour l'exception qui arrive à s'intégrer chez les blancs. Ou grâce à un gris-gris. N'oublions pas que c'est le gris-gris qui l'a emmené là en fait. L'importance de la représentation ne réside pas seulement dans le fait de mettre un visage noir à l'écran, mais dans le fait de lui donner du pouvoir et de l'autonomie. En refusant de montrer des personnages noirs qui réussissent par eux-mêmes, Barbarita a entretenu un imaginaire collectif où le noir reste le serviteur et le blanc reste le maître. C'est une représentation dangereuse car elle éteint l'ambition. Elle apprend au spectateur que pour devenir quelqu'un, il faut forcément être validé, épousé ou adopté par l'élite. En 2026, on sait que la vraie diversité, c'est de voir des héros noirs qui n'ont besoin de personne d'autre qu'eux-mêmes pour régner sur leur propre destin.
Hey girls, hey Phyllis, vous savez que j'aime décortiquer les relations sous toutes leurs formes sur cette chaîne. On va parler français, j'aime le piment, j'aime le drama, j'aime le hati-hatisme. Eh bien, j'ai mis tout ça dans mon propre livre que je viens de sortir, Marqué. Oui, c'est le piment. C'est l'histoire de Ivy, une jeune femme sucrée qui touche enfin son rêve du doigt, devenir une danseuse reconnue et pouvoir vivre de sa passion. Car notre go vient d'un milieu défavorisé, mais tout bascule quand elle rencontre Gérald. Le gars est beau, il est riche, le gars est loxé, pimenté, issu de l'une des familles les plus puissantes du pays et il lui offre la sécurité, mais à une seule condition, qu'elle abandonne tout pour lui. Entre la passion pour son art et la tentation de se laisser porter par un bad boy millionnaire, quel prix Ivy est-elle prête à payer? Si vous aimez les histoires de choix impossibles et de dilemmes amoureux, si vous aimez le piment et le drama comme moi, Marqué est fait pour vous. Elle se lit facilement. Oui, ce livre est une meuf. Et surtout, ça soutient mon travail. Merci de soutenir mon travail. Le lien pour vous procurer Marqué est juste ici en description. Foncez et venez me dire ce que vous en avez pensé et surtout ce que vous aurez choisi à la place de notre go, Ivy. Merci girls, merci fellas, and back to the video. Ici, le procédé est simple. Pour qu'on puisse encore regarder Raimundo ou Hannibal sans avoir envie de vomir, il faut un coupable idéal. Et qui de mieux que la mère? Si Raimundo et Hannibal sont des ordures finies, ce n'est pas parce que ce sont des merdes. Non, la série nous pointe du doigt leur mère. On oublie que ces hommes sont des adultes. Ils ont un cerveau. Je veux dire, ils ont sûrement fréquenté les meilleures écoles du pays. Ils ont un pouvoir immense et de l'argent. Pourtant, le script nous dit, ne les détestez pas trop. Ils sont juste le résultat d'une mère froide, autoritaire et sans amour, sans tendresse. C'est une insulte à la notion de libre arbitre. On transforme des prédateurs en petits garçons blessés pour justifier l'injustifiable. À l'opposé du spectre, on nous présente la mère pure. À votre avis, pourquoi Climaco est-il un homme sain, travailleur, respectueux? Mais soyons honnêtes, quand le voit-on vraiment travailler? Bref, la série ne nous dit pas que c'est grâce à sa force de caractère. Déjà, c'est quoi le caractère de Climaco? A-t-il une personnalité à paraître amoureux de Vivi? I don't know. Elle nous dit que c'est parce que Trinidad est une mère sainte, une mère aimante qui a sacrifié son propre bonheur pour lui donner une bonne éducation. Oui, rappelez-vous dans la première vidéo, Trinidad a laissé un homme capable partir, car disons les termes, elle était mariée avec un rigolo et avait un enfant, Tabata, la sœur Osef, qui est la blueprint de Barbarita. J'ai quand ça pour la troisième vidéo. Pourtant, ça n'a pas empêché son rigolo de mari de l'abandonner, de la tromper, ou pire, de parier tout ce qu'il possédait. Et c'est ainsi que Climaco est né. Et comme sa mère est restée et lui a donné tout l'amour du monde, bah voilà, il est gentil. Je cherche la nuance dans cette série, mais je ne vois rien. Ce message est tellement binaire. Une mère bonne produit un ange, une mauvaise mère produit un démon. L'homme, lui, n'est qu'une pâte à modeler passive. Il n'a aucune responsabilité dans sa propre mentalité. Je ne suis pas en train de dédouaner le rôle des parents, mais, disons les termes, ils sont responsables de leurs actes, ok? Ce système crée une pression insupportable sur les femmes de la série. Si ton fils tourne mal, eh bien, c'est ta faute. Remarquez comme les pères sont souvent absents, faibles ou déchargés de toute responsabilité éducative. Tout le poids de la mentalité de la lignée repose sur les épaules des femmes. Cette série dépeint une société qui refuse de juger les hommes. Disons les termes, en mettant tout sur le dos des mères. Barbarita, la série protège le patriarcat. Si c'est la faute des mères, alors Raimundo n'a pas besoin de changer vraiment. Il a juste besoin d'avoir une meilleure mère. C'est un message qui encourage à pardonner aux hommes violents ou toxiques en cherchant l'excuse dans leur enfance au lieu de les tenir responsables de leurs choix adultes. Aucune femme ne réussit et est heureuse par son propre travail. Trinidad est une excellente cuisinière. Paraît qu'elle vit de ça un moment, mais ce n'est jamais montré. Barbarita, même être caissière, c'est trop fort pour elle. De toute façon, son sang et sa fouf vont l'aider à s'élever socialement. Le travail n'est jamais le moteur de la réussite des femmes de cette série. Leur véritable ascension, c'est le moment où elles disent oui à un homme fortuné. La série explique aux jeunes filles que l'ambition professionnelle est une perte de temps. Pourquoi se battre pour une carrière quand un mariage peut vous offrir un empire en une signature? Je ne suis pas contre le fait qu'une femme rencontre un homme capable et choisisse, j'insiste sur le choisir, de devenir femme au foyer. C'est pas tout le monde qui veut bosser pour vivre, ok? Mon problème, c'est le manque de diversité. On veut voir des femmes dans divers domaines, avec de pouvoir. Ne me parlez pas d'Augustina, s'il vous plaît. Qui ne nous dit pas qu'elle est arrivée là grâce à sa fouf? Les femmes qui travaillent dans cette série sont des secrétaires. On ne sait rien d'elles. Elles sont dans des bureaux. Elles datent qui? Ont-elles une vie après le boulot? Pire, si elles sont noires, elles sont automatiquement domestiques. Où sont les femmes carriéristes et fières de l'être, célibataires et heureuses? Parlons du cas
d'Isadora. Isadora est sans doute le cas le plus tragique de la série sur ce sujet. Elle est présentée comme une pianiste de renommée internationale, chef d'orchestre, une femme avec un don immense et une carrière qui aurait dû la faire voyager dans le monde entier. Pourtant, toute sa détresse et toute son énergie sont aspirées par un seul but, reconquérir Miguel. Son piano devient secondaire. Elle est prête à piétiner sa propre dignité et mettre sa carrière entre parenthèses pour un homme qui, soyons honnêtes, est d'une fadeur absolue. Le gars est éviant as F. La série nous dit que même la plus grande artiste n'est rien si elle n'est pas la femme d'eux. Son succès n'est qu'un accessoire. De même, le cas de la tante Tania est très insupportable. Au début, elle semble être la seule femme équilibrée, libre et heureuse dans sa solitude. Elle a du caractère, elle est forte. Mais le scénario ne peut pas la laisser comme ça. D'autres femmes risqueraient de trouver ça cool d'être seule et de sortir se bourrer la pince quand on le veut, mais non! Pour que son bonheur soit accompli, il faut qu'elle se mette avec Florian. Comme si sa vie d'avant n'était qu'une attente. La série refuse de montrer qu'une femme peut être totalement accomplie sans un partenaire à ses côtés. Une série inclusive. Si une femme finit seule, elle est systématiquement montrée comme méchante, aigrie ou folle, comme Emma à la fin. La série utilise ces personnages comme des épouvantails. Regardez ce qui arrive aux femmes qui ne se marient pas ou qui n'ont pas d'homme pour les recadrer. Tu crois que si le papa de Miguel et les autres étaient encore là, elle serait une vieille pimbèche, une vieille le célibat n'est jamais un choix, c'est une condamnation. Le message de Barbarita sur la condition féminine est d'une violence silencieuse. On nous a montré des femmes fortes, des artistes de talent et des esprits indépendants pour finalement toutes les ramener à un seul et même point. Le mariage, la romance, l'amour. La série nous dit qu'une femme seule n'est qu'une version incomplète d'elle-même. C'est une vision du monde où l'ambition féminine est un feu qu'il faut éteindre sous le poids d'une alliance. En 2026, on sait que le vrai happy ending, c'est de pouvoir choisir sa vie avec ou sans homme, sans être traité d'aigri ou de raté. L'affaire du vol dans l'entreprise familiale est un cas d'école de mépris social, d'accord? L'horrible Raimundo et l'infâme Hannibal détournent des sommes massives. Leur but initial, faire porter le chapeau à Miguel pour l'écarter de la direction de Colossal Funchal, alors qu'ils sont complètement incompétents. Quand leur plan foire, ils ne sont pas inquiétés. On trouve une solution de facilité. Mis à part le nom du fonctionnaire frauduleux, les autres noms ne m'ont pas été communiqués. Faire accuser un pauvre salarié qu'ils ont soudoyé. Oui, ils virent l'homme qui a été soudoyé, mais ceux qui l'ont soudoyé s'en sortent avec un bisou sur le front. Ce salarié a peut-être une femme, des enfants, une vie qui s'écroule car il se fait renvoyer et probablement blacklisté. Mais comme la série ne montre jamais sa famille, comme si ces gens n'existaient pas, le spectateur est censé passer à autre chose. Le message est clair. La vie d'un ouvrier est un dommage collatéral acceptable pour protéger l'honneur des fils d'actionnaires. C'est ici que l'impunité devient physique et brutale. My God! Souvenez-vous, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, le moment où Raimundo, dans sa rage et son instabilité, frappe Vivi. Cette brute a frappé cette pauvre femme au visage. Et plus tard, alors qu'elle ne veut plus de lui, il fait quoi? Il la met dans sa voiture de force, il est ivre et évidemment, il cause un accident qui manque de la tuer, de les tuer tous les deux. Dans un monde normal, c'est de la prison ferme. Dans Barbarita, c'est juste un drame familial. Le système protège Raimundo car il est un Aristigueta. On étouffe l'affaire, on gère ça en famille. La sécurité de Vivi, on s'en fout. Elle-même s'en fout. Donc cet homme t'a fait la misère, un adulte, et tu oses sortir qu'il est une victime. Raimundo, monsieur qui frappe, qui fait des VS, qui a failli vous tuer en terre à propos des autres usagers de la route, c'est une victime. God! Hannibal est peut-être le personnage le plus détestable de la série. Oui, plus détestable que Rodolfo. Rodolfo, au moins, il paye pour ses crimes. Putain, je vais le dire, Raimundo et Hannibal sont pires que Rodolfo avant qu'ils ne subissent le syndrome de Teresa. Si vous voulez savoir c'est quoi le syndrome de Teresa, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, ok? Donc allez regarder. Car ils agissent en toute conscience de leur immunité. Au début, Rodolfo n'est qu'un drogué qui a failli faire couler la boîte car tous les revenus sont passés dans ses narines. Mais a-t-il frappé une femme? A-t-il commis des AS? Bref, je dis bien tout ça avant de devenir le grand méchant pour que Raimundo ait une rédemption forcée. Pardon, revenons sur Hannibal. Il vole, il manipule, il détruit, il est toujours en train de comploter, il n'est jamais inquiété. Pourquoi? Parce qu'il est du bon côté de la barrière. Comme on l'a analysé plus tôt, on finit par nous dire que s'il est si mauvais, c'est à cause de sa mère qui a
ton père et ne l'a jamais aimé. Cette explication psychologique sert de bouclier juridique. Il est malade, il a souffert, ne le jugeons pas trop sévèrement. Dans cette série, le crime n'est puni que s'il est causé par les pauvres. Les riches, eux, peuvent voler, frapper et détruire. Ils finissent toujours dans leur salon luxueux avec un verre de whisky en train de discuter de leur rédemption. En regardant ces intrigues aujourd'hui, on réalise que Barbarita nous enseigne une leçon cynique. La loi ne s'applique pas aux fils d'actionnaires. Elle nous a habitués à trouver normal que les puissants ne payent jamais le prix de leur cruauté, donc qu'ils ont une excuse maternelle ou un nom de famille prestigieux. Barbarita est une blackface. Non, je veux dire littéralement. Voici Barbarita, voici son interprète, Lija Petit. Rien ne vous frappe aux yeux? C'est un exemple criant de blackfishing, de classisme et de colorisme qui sont des problèmes beaucoup trop rampants dans l'industrie des telenovelas en Amérique latine. Abonnez-vous. C'est fait? Merci et merci à ceux qui ont déjà déposé leur valise ici. C'est gentil, ça fait chaud au cœur. À la base, Barbarita est une célébration du métissage et un rejet du racisme. Imaginez-vous en 2004, après des années de telenovelas nous mettons en avant qu'un idéal de beauté blanc et eurocentrique, débarque alors Negra Consentida, ou Barbarita et les couleurs de l'amour. Le mot couleur ici a toute son importance, car en effet, c'était pour l'époque une véritable révolution. Une des telenovelas les plus colorées de son temps, de la représentation comme on n'en avait jamais vu. Enfin, une femme noire tenait le rôle principal, était au centre de l'histoire et pouvait servir de modèle aux générations de petites filles afin de déconstruire des siècles de propagande anti-noire. Alors, comment se fait-il que pour interpréter le personnage de Barbarita, on soit allé chercher une femme blanche? Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, ils voulaient faire une série pour critiquer le racisme. Ils sont allés prendre une femme blanche, l'ont grimée en noir, lui ont bouclé les cheveux, ont mis une perruque bouclée et l'ont fait interpréter le rôle d'une femme noire. Comme s'il n'y avait pas de femme noire au Venezuela en 2004 pour jouer le rôle d'une femme noire. Lija Petit aurait pu jouer n'importe qui d'autre dans n'importe quelle série. De toute façon, elles sont toujours blanches. Mais non, pour ce rôle, on est allé prendre une femme blanche. Barbarita est une femme fine, très fine, avec une poitrine généreuse, des cheveux bouclés. Je me trompe, ou il y a littéralement une actrice dans le même cast qui aurait pu jouer Barbarita. Tabata! Brenda Hunt, ou Tabata dans la série, est une actrice talentueuse qui aurait dû interpréter Barbarita. Je veux dire, même physique, mêmes origines. Tabata is the blueprint. Vous savez, je les imagine dans une salle avec la photo de l'actrice Brenda Hunt. Ils sont allés chercher une femme blanche, on l'a grimée en Brenda Hunt et on lui a donné le premier rôle. L'ironie de cette histoire est le machiavélisme en vrai. Barbarita aurait dû être jouée par Brenda. D'ailleurs, soyons honnêtes, plus tard dans la série, c'est ce qui se passe. Ils font rejouer la même storyline au personnage de Tabata. Je veux dire, une femme noire d'origine inde qui s'enfuit en ville, se retrouve courtisée par deux hommes héritiers qui se disputent ses faveurs. C'est un peu comme si en fait, elle aurait dû être Barbarita, mais que les intrigues de pouvoir et le colorisme et des producteurs s'étaient mis en travers de cet évident choix de casting. L'actrice Brenda Hunt, d'origine colombienne, mais formée au métier au Venezuela, est d'ailleurs par la suite devenue une actrice chevronnée dans l'industrie. Elle aura 4 ans plus tard sa propre telenovelas Caramelo ou Chocolaté, où elle jouera le personnage lead. Elle jouera ensuite des personnages d'autorité, s'éloignant de plus en plus de ce genre de rôle de soutien. Maintenant, si vous croyez que le seul problème de Barbarita c'est le blackface, vous n'êtes pas prêt pour l'hypersexualisation du personnage. Le tout premier plan de la série, la toute première fois où on voit Barbarita, voici ce qu'on nous montre. Et là, sa grand-mère, une femme noire qui a de l'expérience et un vécu, nous fait cette magnifique analogie. Les hommes, c'est comme des avocats. En gros, ce qu'elle dit à sa petite fille qui vient d'avoir l'âge de 20 ans, ce n'est pas de chercher à s'élever par son travail, ses études. D'ailleurs, quelles études même? L'enfant l'a même étudié. Un quelconque talent ou retrouver, je ne sais pas moi, son père. Vous savez, ce père riche qu'on retrouve souvent dans toutes les telenovelas, quitte à devenir riche grâce à un homme, autant que ce soit grâce à son propre père. Non, 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 non. Son message, son conseil, c'est de se taper un max de mecs riches pour s'élever dans la société. Et pour l'y aider, elle lui fait un gris-gris, un chang, afin qu'il ne puisse pas lui résister. Chang qui manquera de la faire se faire V à plusieurs reprises, mais la série passe dessus comme un fer à repasser sur une chemise. À compter de ce moment, chaque occasion sera bonne pour montrer et surtout hyper le corps de Barbarita. C'est à se demander pourquoi les protagonistes sont-ils aussi obsédés par elle. Est-ce pour sa beauté intérieure comme extérieure? Est-ce le gris-gris ou plutôt le romantisme dans cette série à la
librement. Pour expliquer cela, il faut comprendre deux choses. De une, la misogynie noire. Car à la fin de la journée, bien que jouée par une actrice blanche, cette série est anti-noire et profondément raciste. Ils ne vont certainement pas nous montrer une femme noire comme autre chose qu'un bout de viande, un objet de désir, un trophée à conquérir ou adoro. Notez d'ailleurs qu'à aucun moment il n'est question d'épouser Barbarita, hormis vers la toute fin, là où dès le début, pour un personnage comme Vivi, le mariage est au centre de son intrigue. Et bien sûr, Vivi est une illustration parfaite de la fragilité blanche, là où Barbarita littéralement est comparée à un feu sauvage qui déclenche un désir incontrôlable chez les hommes. Vous savez, je ne m'attendais pas à faire 3 vidéos sur cette série, mais revoir Barbarita, après toutes ces années, m'a fait réaliser à quel point il est important qu'une voix comme la mienne s'exprime enfin sur ces sujets. Car pensez-vous bien, la série n'a reçu aucun backlash jusqu'à présent et l'actrice Lija Petit est littéralement intouchable. Cela donne l'idée, la fausse idée, que c'était une autre époque, un autre temps et que l'on était tous ok avec ce genre de choses. Alors qu'en fait, non, nous n'étions simplement pas au courant de la supercherie et nous n'avions pas de plateforme pour faire entendre nos voix à l'époque. C'est aussi pourquoi il est important de s'abonner, partager et commenter afin de vous aussi vous exprimer et encourager ce genre de contenu. D'accord? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez la vidéo, procurez-vous marquer afin de soutenir mon travail, lien en description. Prenez soin de vous. Quant à moi, votre go, la Trop Girl, je vous dis bye girls, bye fellas.